à l'écran le fichier. Nous allons pouvoir regarder ce dernier cas pratique. Donc ici on a affaire à voilà, une petite sorte de supérette, alors qui est déjà relativement étendue, mais un magasin qui souhaite s'agrandir, augmenter sa surface de vente de 130 mètres carrés et qui entend étudier quel est le chiffre d'affaires potentiel qu'il peut donc réaliser. On vous donne pas mal d'informations, des informations relatives au nombre d'habitants dans la zone. Donc la zone couvre 5 villes ou villages. On a un nombre d'habitants, ensuite on a une approche qui a été faite par ménage, donc il faudra recalculer le nombre de ménages concernant les dépenses. On a aussi une part des dépenses qui est consacrée à l'alimentaire, ce que l'on veut nous là étudier. Et donc, on va pouvoir voir tout ça. Alors, mon écran ne se projette pas. Pourquoi présenter maintenant une fenêtre. Voilà. Un petit ça. Voilà, donc la zone de chalandise, elle est représentée par ces 5 villes. Tout simplement, on va additionner dans un premier temps. Alors oui, je crois qu'il y avait, alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais de tête, hein. Il y avait un formulaire pour répondre. Il y avait il y avait un tableau en annexe qu'il fallait remplir. Alors, je vais reprendre, grosso modo, je ne l'ai pas repris le tableau, mais je le connais à peu près. Donc, on va d'abord avoir, je pense, le nombre d'habitants qui composent la zone. D'accord, le nombre d'habitants dans la zone. Bon, bah, comment vous allez faire? Vous allez simplement, ici, additionner le nombre d'habitants dans la zone et retrouver ce dont on a besoin. On va faire le calcul ensemble. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc on va additionner le nombre d'habitants, donc il y en a 9000, plus 712, plus 535, plus 2688, plus un premier village que je n'ai pas noté, 2392. Donc on se retrouve avec 7230 habitants. Vous me confirmez que vous avez bien ce nombre-là, vous avez bien retrouvé ce nombre-là, pas de problème. Ok, super. Première chose que l'on a calculée. Ensuite, on va ramener ça en nombre de ménages, puisque les données, ensuite, nous sont fournies par rapport à un nombre de ménages. Donc, nombre de ménages. Et donc, pour trouver le nombre de ménages, sachant que il y a 2,5 personnes par ménage, je vais simplement diviser le nombre d'habitants par 2,5, ceci étant mon calcul. Donc, on va 7230 divisé par 2,5, voilà. On a donc 2892
ménages dans ma zone. Okay. On va regarder ici les dépenses. Alors, elles sont en France, c'est pas très grave. Hein. On sait que les dépenses des personnes sont de 8 000, des ménages plutôt, hein, pardon, sont de 8 890 € par mois. Donc, ici, les dépenses totales, je vais donc prendre le nombre de ménages, 2892, fois le montant dépensé, 8 890 francs. Pardon. On arrive à 25 millions. Donc pourquoi les dépenses totales? Je vais venir après les dépenses alimentaires. Peut-être que vous avez été directement. C'est pareil que les dépenses commercialisables. Oui, bien sûr. J'ai plus les titres. Je vais quand même bien noter les titres. Dépenses commercialisables. Voilà, les dépenses commercialisables. Ensuite, je pense que dans le tableau, c'est parce que je ne l'ai pas pris, mais dans le tableau, on va vous demander les dépenses alimentaires. La part consacrée à l'alimentation. Donc, de ces 25 millions, quelle est la part consacrée à l'alimentation? Ici. Les dépenses alimentaires. Puisque les gens, sur ces 25 millions, consacrent 18% aux dépenses alimentaires, donc, je vais faire de 25 709 880 fois 18 fois 18%, et je vais trouver mes dépenses alimentaires. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas trop de soucis, vous comprenez, alors c'est pas très compliqué, il suffit juste de bien dérouler la lecture, de prendre les informations où il faut prendre les informations et de faire le petit calcul. C'est pas moi le résultat? Oui, c'est pas moi, puisque je pense que ici, on est dans des dépenses mensuelles. D'accord, 8 890 par ménage et par mois. Donc on est bien dans une partie mensuelle. Mais monsieur, pourquoi on fait mensuel alors que c'est annuel dans les dépenses commercialisables? Alors, pourquoi on fait? Hop, voilà. Tac, tac. Je vais reprendre votre question. On est bien d'accord que mes 8 890, c'est du mensuel. Oui, mais moi en fait, je l'ai rapporté sur un an. Oui, mais dans le tableau, il me semble que dans le tableau, on vous demande de rester en mois. Dans le tableau que l'on vous a fourni, on vous parle bien de dépenses mensuelles. Donc, je ne vais pas m'amuser. Je ne vais pas m'amuser à multiplier ça par 12 pour le rediviser après par 12. Alors, si vous avez travaillé en annuel, alors si vous avez précisé que votre résultat c'était un résultat annuel, pensez à regarder la question. Ici, la question c'est Mais la question, c'est le CA annuel prévisionnel. Et dans le tableau, c'est dépenses commercialisables. C'est tout, c'est pas écrit mensuel. ouais, mais comme ici, après, je vais avoir des dépenses alimentaires mensuelles, après, je multiplie. Mais c'est comme je vous avais dit, hein, de temps en temps, que vous le fassiez à un niveau ou à un autre niveau, à la fin, on va arriver au même résultat. Moi, dans l'idée, je fais mes dépenses commercialisables mensuelles. Alors, ce n'est pas précisé, mais pour moi, elles sont mensuelles, puisque de là, je vais en tirer des dépenses alimentaires mensuelles. Donc, je ne vais pas multiplier ça par 12. De toute façon, ici, il aurait fallu le rediviser par 12. Dans ma logique.
Après, si vous avez tout travaillé tout de suite à l'année, on verra bien notre résultat final, d'accord? Mais a priori, on devrait avoir le même résultat. Mais comme ma case ici parle de mensuel, pour l'instant, je reste tout en mensuel. D'accord? On verra à la fin si on obtient le même résultat, mais a priori, je pense qu'on va obtenir sans trop de problème le même résultat. D'accord? Alors, on va continuer. Est-ce que vous pouvez me donner simplement la case qui suit? Quel est l'intitulé de la case qui suit? Je pense qu'on va nous parler de la concurrence maintenant. D'accord? C'est bien ça? L'évasion commerciale. Alors, l'évasion commerciale, ici, il n'y en a pas. Que je dis pas de bêtises. Si, pardon, excusez-moi. Allons-y, on va parler de l'évasion commerciale. Donc, l'évasion, c'est la part des clients qui sont dans ma zone et qui partent dans une autre zone. D'accord? Pas confondre avec la concurrence. La concurrence, c'est la part que les autres magasins vont me prendre, mais ces autres magasins sont dans ma zone. S'ils sont à l'extérieur de la zone, on parle d'évasion. C'est une sorte de concurrence, mais ici, c'est en dehors de ma zone. Donc, ce n'est pas de la concurrence, c'est de l'évasion. Donc, l'évasion, ici, je crois qu'elle est représentée par les grandes surfaces qui se trouvent à l'extérieur, et notamment par Auchan, qui est situé à 5 à 15 km hors zone de chalandise. C'est ça qui me permet de dire que c'est de l'évasion. Et qui attire 64%, donc vous voyez, quelque chose de relativement important, qui attire 64% des dépenses alimentaires de ma zone. Donc, l'évasion, ici, je vais prendre les dépenses alimentaires de ma zone, 4 627 778,40 fois 64%. Donc, vont partir de ma zone, chiffre d'affaires que je ne pourrais pas toucher, 2,9 millions. On verra après ce qu'il va rester. On va parler aussi maintenant de la partie de la concurrence. Alors, je vais regarder ce que vous me dites, Mélissa. Monsieur, dans le tableau, ouais, il y avait autre chose avant. Dépenses alimentaires de la zone. Mais, voilà. D'accord, ok, ça marche. On va faire il y a les dépenses, d'accord, pas de souci. Alors, je l'aurais fait après en faisant un mois plus, mais... Donc, les dépenses alimentaires de la zone. Alors, évidemment, c'est ce que la zone est capable de faire, moins ce qui part à l'extérieur de la zone. Alors, on aurait rajouté aussi l'invasion, éventuellement, si on avait eu des données d'invasion, mais ici, il n'y en a pas. Donc, les dépenses alimentaires moins le chiffre d'affaires qui est fait hors zone, c'est-à-dire l'évasion, on arrive à 1 666 000. Donc, ici, j'ai fait 4 627 778 moins 2 961 778. Donc, ensuite, on va pouvoir étudier la concurrence. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau de la concurrence. On a plusieurs types de concurrence. On a la concurrence un peu plus gros, hyper, et après des petits magasins. On sait que Attaque et Leclerc attirent 28 et 32% de la zone.
et que d'autres commerces plus petits, style Shopee et Spar, réalisent 15% des dépenses de la zone. Comment vous avez fait votre calcul? Dites-moi comment vous avez fait votre calcul. Est-ce que vous l'avez fait en plusieurs calculs ou est-ce que vous l'avez fait en un? Moi, j'ai fait l'un et j'ai fait les trois d'affilée. Mais en fait, c'est bête parce que j'aurais mieux fait d'ajouter les pourcentages. Ça aurait été plus simple. Effectivement, ici on pouvait ajouter les 28, les 32 et les 15. Pourquoi on peut les ajouter dans ce cas-là? Parce que les trois ont la même base, d'accord? Ils ont toujours le chiffre d'affaires. Alors, c'est pas forcément parce que c'est des pourcentages, hein, parce que si je vous dis c'est 30% de ceci et 30% de cela, ceci et cela étant des choses différentes, vous ne pouvez pas additionner vos pourcentages, d'accord? Mais par contre, ici, les pourcentages se rapportent à la même chose, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est réalisé dans la zone. Par conséquent, parce que c'est la même base, parce que finalement, vous auriez fait si vous l'aviez fait en plusieurs fois, d'accord? Si vous l'aviez fait en plusieurs fois, je reviens sur mon tableau ici, vous auriez toujours pris, imaginons, hein, je vais le faire en plusieurs fois et vous montrer que finalement, quand on a la même base, donc on a la concurrence Leclerc, je crois, on a la concurrence Attaque et on a la concurrence Shopista. 28, 32 et 15. Alors, je sais pas. 32, 28. Donc, voilà les taux. Hein. Donc, j'aurais fait, pour faire mon calcul, j'aurais fait 1 666 000 fois 32%. Toujours, et c'est pour ça que je vous dis, quand on a la même base, 1 666 000 fois 28%. 1 666 000 fois 15%. Et ça, on va faire mon petit calcul ici. Tout ça, c'est exactement la même chose que si j'avais fait 1 66 000, 1 666 000, donc j'avais raison, fois, donc on est à 275%. Si je faisais le total, d'accord, je obtiendrais exactement la même chose. Exactement le même résultat. Alors ici, je vais garder détaillé, hein, mais encore une fois, on aurait pu faire tout simplement 1 666 000 fois 75%, c'est idem que 1 666 000 fois 75%, puisque c'est 60 plus 32 plus 28 plus 15, ça fait 75%. Pourquoi je peux faire ça? Parce que j'ai la même base. À chaque fois, je me base sur le même montant.
Est-ce que c'est bon pour vous, pour cette concurrence? Pas de souci? Oui. Je vais vérifier juste s'il n'y a pas de questions. On est d'accord, 1 666 000. Ça marche. Pas compliqué. On est donc ici. Donc, voilà pour l'ensemble de la concurrence. Donc, évidemment, on va retenir ce chiffre-là. Quel est l'élément qu'on vous demande ensuite? Je pense qu'on vous demande le chiffre d'affaires des dépenses alimentaires restants, c'est ça? C'est la donnée qu'on demande. Le CA mensuel alimentaire, hein, le CA mensuel alimentaire, bah, évidemment, ici on entend concurrence retirée, donc 1 666 000 moins 1 249 000. 1 666 000 moins 1 249 000. Ok. Étape suivante, qu'est-ce qu'on vous demande? Dans le tableau, qu'est-ce qu'on vous demande? Dites-moi. Le CA annuel alimentaire, hein, on est d'accord? Le CA annuel alimentaire. Bon, c'est à ce moment-là que je vais multiplier par 12. Hein. Bon, je ne sais plus qui, tout à l'heure, je pense que c'était Cécile qui me disait par 1. Moi, j'ai multiplié par 12 au départ. Vous voyez, dans le déroulé de l'exercice, c'est bien. Donc, dans le déroulé de l'exercice, c'est à ce moment-là que je vais venir le CA annuel alimentaire. C'est ici que je viens multiplier par 12. Donc, je vais prendre mon 416 500 fois 12. Et après, on vous demande sans doute le CA global, non? J'ai vu qu'il y avait une information qui m'amènerait plutôt sur cette donnée, le CA annuel total maintenant. Donc, qui comprend les dépenses alimentaires et les dépenses non alimentaires. Et après, le CA par mètre carré. Ok, merci. Alors, le CA annuel total, comment avez-vous travaillé sur ce CA annuel total et quelle information vous avez utilisée? Dites-moi. Quelqu'un a-t-il trouvé ce CA annuel total et quelle information a-t-il utilisé? C'est le CA annuel, c'est le CA alimentaire plus les dépenses. Les dépenses. Quelles dépenses? Ici, en fait, je ne sais pas. D'accord. Ici, on vous dit voilà,
dernière partie, on dit la part des produits alimentaires représente 80% de votre chiffre de magasin. Donc, le chiffre d'affaires potentiel pour mon magasin, c'est toutes ces dépenses-là qui représentent en fait 80%. Ça représente 80% du CA du magasin. Et maintenant, il va falloir me trouver les 100% correspondants. Quel calcul avez-vous fait? Alors, divisé par 0,8, ok, ça marche, c'est bien ça. D'autres propositions, vous pouvez faire différentes façons. 1,2, pourquoi 1,2 Myriam? Ah oui, vous pensez que les 20% restants? Alors, effectivement, on va faire un produit en croix, évidemment. Alors, je reviens sur ce que Myriam a dit. Elle nous dit, je vais faire 1,2 parce que vous pensez que les 20% manquants, vous pouvez les rajouter comme ça. Ce ne sera pas possible. En fait, nos 4 998 000, là, représentent 80%. D'accord? Donc, je vais chercher combien représente 1%. Simplement, je le divise par 80. Et une fois que j'ai trouvé 1%, ben, je vais pouvoir chercher combien j'ai pour 100% en le remultipliant par 100. Ça, c'est ce qui sera issu d'un produit en croix. Donc, on peut faire 4 998 000 divisé par 80, ce qui me permet de trouver pour 1%, et remultiplié par 100, ce qui va me permettre de trouver pour 100%. Ou ce qu'avait fait plus directement, puisque divisé par 80 multiplié par 100, ça nous revient à divisé par 0,8, hein, d'accord, ce qui est exactement la même chose, ce qu'avait proposé Françoise au début. Donc, là, divisé par 80 multiplié par 100. Donc, j'ai un chiffre d'affaires potentiel global, d'accord, y compris les dépenses alimentaires, de 6 millions d'euros. Je vais calculer le chiffre d'affaires qu'on fait au mètre carré. Alors, c'est ce que généralement on fait pour les grandes et moyennes surfaces, d'accord. Bien souvent, elles essayent de regarder le chiffre d'affaires au mètre carré qu'elles font, et c'est un indicateur qui veut leur permettre de dire, voilà, on est en dessous de la moyenne, on est au-dessus de la moyenne, on se situe bien dans la moyenne, etc., etc. Ou il faudrait, par exemple, qui réalise comme ça, ou il faudrait qu'on augmente notre chiffre d'affaires au mètre carré de autant. Alors, ça ne veut pas dire que chaque mètre carré, on va compter le chiffre d'affaires, hein, mais c'est une vision de base, un indicateur qui se base sur des données globales et qui permet, rapporter à un même élément, le mètre carré, de comparer des secteurs d'activité, des entreprises entre elles. Par exemple, on pourrait comparer le chiffre d'affaires au mètre carré de tel rayon par rapport à tel rayon. Encore faut-il que ça soit comparable. Mais ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est de pouvoir comparer le chiffre d'affaires de tel magasin, le chiffre d'affaires au mètre carré de tel magasin, avec le chiffre d'affaires de tel magasin. Alors ici, si, dans l'hypothèse, évidemment, où on a l'agrandissement, on va le diviser par les 260 plus 130. Je pense que c'est ce qu'on attendait, puisqu'on n'a pas trop de précision quant ici à ce qu'on attendait exactement. Donc je vous rappelle qu'il fait 270 et il entend augmenter son magasin de 130. Donc on va le faire pour les deux, hein, parce que je pense qu'il manque peut-être un petit peu de précision pour cette question. On va faire pour 270 mètres carrés, si le magasin pour 270 mètres carrés. Bon, on va plutôt partir comme ça d'ailleurs. Donc pour 270 mètres carrés, à l'heure actuelle, on fait ça divisé par 270. Donc ça, c'est au mètre carré. Ramener maintenant à 400 mètres carrés. Le CA que l'on devrait faire pour 400 mètres carrés.
je vais reprendre le CA au mètre carré, 23 138 multiplié par 400, tout simplement. Et je vais avoir le CA qui peut être attendu pour 400 mètres carrés. Voilà pour notre exercice. Pourquoi on prend le CA pour 270 mètres? Bah, moi, j'imagine. Alors, l'exercice manque un peu de précision. D'accord? Il manque un peu de précision. Aujourd'hui, je fais 270 mètres carrés. Je cherche, ça me permet de trouver un CA au mètre carré. Et je vais donc me dire, voilà, pour 270 mètres, je fais ça. Donc, pour 400 mètres carrés, je pourrais faire ça. 130 mètres en plus. Ici, pourquoi j'ai divisé par 270? Aujourd'hui, le magasin, il fait 270 mètres carrés. Le projet, c'est de l'agrandir à 400 mètres carrés. Et je veux savoir combien je ferai quand j'aurai 400 mètres carrés. Donc, je calcule combien je fais aujourd'hui avec 270 mètres carrés. Et je me projette en me disant, si je fais 130 mètres en plus, normalement, je devrais attendre tel chiffre d'affaires. Voilà pourquoi je suis passé d'abord par les 270 mètres carrés, pour avoir un CA attendu, pardon, c'est pas au mètre carré, puisque ce sera le même CA au mètre carré. Donc, le CA annuel aujourd'hui, il est de 6 millions, ce qui me fait un CA au mètre carré, comme j'ai un magasin de 270 mètres carrés, de 23 000 euros. Et donc, si je augmente ma surface de vente de 130 mètres carrés, je vais passer à 400 mètres carrés. Donc, je vais multiplier par 400 pour trouver le chiffre d'affaires prévisionnel que je ferai pour 400 mètres carrés. Vous comprenez ma démarche? Mais, monsieur, pourquoi le CA attendu, il est mensuel ou il est annuel du coup? Alors ici, il est annuel, puisqu'on est parti d'un CA annuel. Vous voyez, ici, ce qui m'a servi de base de calcul, c'est ça. Et à partir de là, c'est un CA annuel. À partir d'ici, toute la partie supérieure, j'ai travaillé au mois, et ici, j'ai multiplié par 12. Donc c'est mon CA annuel. Donc c'est... on demande de calculer le chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Donc on est bien en annuel. Bon, avant, j'ai travaillé en mensuel, puisque j'ai pris que des données mensuelles, et à partir d'ici, puisque le tableau me demandait de repasser en annuel, j'ai travaillé avec un CA annuel, puisque j'ai multiplié simplement. Et j'ai une question. Est-ce qu'on aurait pu calculer le CA par mètre carré pour 400 mètres carrés et après faire x12? On est obligé de passer par là. Ah, moi, je suis le tableau. Le tableau, il vous dit d'abord de calculer le CA annuel. Si on ne m'avait pas donné de trame, j'aurais pu multiplier bien avant, comme l'avait fait peut-être Myriam à un moment donné. Ici, on me donne une trame de travail. On me dit, travaillez d'abord au mois, puis à l'annuel. Donc, c'est pour ça que j'ai suivi la trame de travail. Si j'avais dû moi-même analyser le tout, j'aurais peut-être travaillé différemment, mais pour arriver sans doute au même résultat. Ici, on me dit, faites d'abord tous vos calculs avec des mois, vos calculs d'évasion, vos calculs de concurrence, etc. Et ensuite, à la fin de tout ça, vous passerez en annuel. Alors, je vais prendre la question qui a été posée. On ne peut pas faire 4 millions 900 fois 400, alors 624. 624, 6 millions, comme les chiffres sont un peu compliqués, 6 247 000, c'est le chiffre d'affaires annuel pour toute la surface. Donc, je ne vais pas le multiplier par 400, je suis obligé de rechercher le chiffre d'affaires pour 1 mètre carré, c'est-à-dire 23 138, et ensuite remultiplier ce chiffre d'affaires par 400 pour estimer le chiffre d'affaires que je ferai quand j'aurai 400 mètres carrés. Je ne peux pas prendre non 6 millions, puisque ça c'est le chiffre d'affaires pour l'ensemble du magasin, pour la totalité de la surface du magasin pour un an. Donc pour un an au mètre carré, je fais 23 000.
Je ramène tout ça à 400 et donc ça me donnera 9 millions et quelques. D'autres questions? Évidemment, ici on est dans une étude théorique, c'est clair que... mais on est obligé d'avoir des données prévisionnelles qui sont basées sur des estimations pour nous permettre d'avancer et de se projeter et éventuellement adapter sa stratégie. Si d'entrée, le projet nous montre que, avec d'autres éléments, imaginons que vous ayez besoin, en termes de rentabilité, d'établir un chiffre, de faire un chiffre d'affaires d'au minimum 10 millions. Seuil de rentabilité est 10 millions. Vous avez fait votre chiffre d'affaires prévisionnel comme vous l'avez établi ici, vous arrivez à 9 millions de. Vous avez déjà un indicateur qui vous dit, en l'état, le projet ne peut pas fonctionner. Donc, soit vous adaptez, soit vous trouvez une autre stratégie, ou soit vous partez sur une stratégie où vous allez aller grignoter les parts de marché, donc une stratégie offensive pour grignoter des parts de marché à vos concurrents, ou soit il va falloir changer autre chose. Alors, évidemment aussi, toute cette démarche, et on l'avait vu quand on avait parlé un petit peu de l'étude de marché, l'étude de marché, elle se fait en présentant ses produits, en présentant les concurrents, en présentant les qualités de son produit, la cible client, le lieu, ben voilà. On a tout ce qui est... mais elle se fait aussi en termes de chiffres. Et elle se fait, alors en général, via ce qu'on appelle un plan de financement, qui se fait... Alors nous, on a fait des petites études, mais le jour où vous allez décider de vous lancer dans une affaire, et que vous allez solliciter peut-être votre banque pour un financement de départ, la banque va obligatoirement demander à vous projeter sur 3 ans. Évidemment, c'est la chose la plus compliquée. D'accord ? Trouver un local, trouver son nom, trouver les qualités de son produit, trouver sa cible client, ce sont des choses qui sont un petit peu plus faciles et surtout qui sont un peu moins théoriques. D'accord ? Le plan de financement établi sur 3 ans, qui est le minimum à faire. D'accord ? Alors, je dirais que même pour soi, c'est une chose importante. Il est bourré d'incertitudes, ce plan de financement. Bourré d'incertitudes. D'accord ? Vous allez partir sur un chiffre d'affaires. Qui vous dit que vous allez faire ce chiffre d'affaires? Personne. Donc, mais on est obligé. On est obligé de savoir à peu près où on va. Et surtout de savoir est-ce que le chemin va être semé d'embûches ou pas. À partir du moment où je me suis projeté avec des éléments qui sont le plus certains possible, mais pour lesquels il restera un degré d'incertitude, des éléments que j'ai issus de calculs, de probabilités, de chiffres issus de mes concurrents, etc. Imaginons que vous voulez... Pourquoi vous vous dites que, par exemple, pour celles qui voudraient se lancer dans la consultation diététique, vous allez faire 40 € le prix de votre consultation ou 30 €? Vous avez regardé un peu la concurrence, d'accord? Encore une fois, pourquoi vous ne feriez pas 32? Pourquoi vous faites... Bon, voilà, il faut bien partir avec certaines bases. Vous vous dites, voilà, aujourd'hui, le marché de la consultation diététique, c'est autant de personnes qui ont des problèmes, autant de personnes qui ont des troubles alimentaires, autant de personnes qui ont des pathologies. Donc, globalement, sur tout un territoire, toute une zone de chalandise, il y a, je dis n'importe quoi, hein, mais il y a 4000 personnes qui sont susceptibles de consulter. Aujourd'hui, il y a 3 concurrents sur le marché. Chacun peut faire X consultations, ça veut dire qu'il en reste autant. Il en reste autant avec tel prix par consultation, à raison de 3 consultations par personne. Je donne des chiffres, mais n'importe comment, évidemment. Paf, vous arrivez à un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, vous l'avez basé sur des éléments les plus certains possibles, mais qui ne sont pas réalisables forcément à 100%. Si vous faites mal votre boulot, bah, peut-être que vous aurez moins de clients. Si vous ne faites pas de pub, peut-être que vous aurez moins de clients. Si vous lisez mal la pub que vous faites, vous aurez moins de clients. Si vos tarifs sont trop chers, vous aurez pas assez de clients. Enfin, voilà. Il y a tellement d'incertitudes qu'il faut quand même tracer une droite. Moi, je dis ce type d'étude, c'est le GPS.
Et le GPS, il va s'adapter au fur et à mesure de l'avancée de votre projet. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez rentrer sur Oise, destination Marseille. Alors, vous êtes Paris-Lyon, vous, allez, on va imaginer qu'on est tous dans le nord à Lille, cette très belle ville de Lille, et que nous décidons d'aller à Marseille. Qu'est-ce que je fais, moi? Je prends mon GPS et je regarde. Bon, voilà, je vais mettre autant de temps de route, je vais mettre autant d'essence, je vais arriver à telle heure, etc., etc. Donc, ça, c'est mon plan de départ. C'est ce qu'on vient de faire là. Je suis capable de faire ça, je suis capable. Mais ça n'est encore que de la théorie. Comme sur mon GPS, ça n'est que de la théorie. Qui dit que, d'abord, je vais rouler à la vitesse que mon GPS pense? Qui dit que je ne vais pas rencontrer des bouchons que le GPS n'a pas encore repérés? Qui dit que le trafic ne va pas être fluide à la traversée de Paris? Qui dit que je ne vais pas devoir m'arrêter parce que je suis fatigué un petit peu? Etc. etc. Donc, voilà, on a mis au départ, vous avez mis au départ, avec toutes ces études qu'on a fait sur le financement, les prévisions, les budgets, quand on a travaillé sur les budgets, pareil, on n'est que dans des prévisions. Et l'intérêt de faire des prévisions, c'est d'abord de savoir à peu près où je vais avec mon GPS ou encore où je vais quand je vais monter une affaire, mais c'est aussi de pouvoir adapter au fur et à mesure mes prévisions, au fur et à mesure de l'avancée de mon projet. C'est-à-dire que je vais commencer par une première année d'activité avec mon projet. Tiens, je dois faire autant de chiffre d'affaires, je vais dépenser autant, je vais même, la trésorerie, ça va tourner autant, Tout mon plan est bien fait, comme sur mon GPS. Première étape, aller jusqu'à Paris. D'accord ? Et puis, plusieurs solutions. Soit dès les premiers kilomètres, vous rencontrez des embûches. Dès le départ de votre projet, finalement, vous n'avez pas autant de clients que vous pensez, ou la publicité vous coûte plus cher, ou les clients ne vous payent pas en temps et en heure, ou voilà, la réalité va se montrer à vous. Sur mon GPS, tiens, zut, j'ai pris un passage à niveau, je ne pensais pas que le train allait passer, je vais prendre le train. Donc, boum, il y a des événements qui vont se passer au cours de la vie qui vont faire que l'intérêt d'avoir le projet sur 3 ans, je réactualise. Tiens, il peut se passer ça, et boum, 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 en cascade, je réactualise sur les 3 années à venir. Et puis, je continue à travailler, et à chaque fois, l'intérêt d'avoir ce plan de financement qui est bien souvent vu à travers ce qu'on appelle un tableau de bord, vous permet d'actualiser votre projet, d'écarter l'inconnu au fur et à mesure. Et de vous dire, tiens, ma route, elle est de plus en plus affinée, mon GPS, il est de plus en plus précis quant à l'heure d'arrivée, il est de plus en plus précis par rapport à ma consommation, par rapport au poste que je dois faire, avec la route que je dois prendre, parce qu'il a changé de route, il y avait un bouchon là ou des travaux, mon GPS m'a fait changer de route. Ici, finalement, cette cible client n'est pas très intéressante, je vais en tester une autre. Et donc, voilà, tout ce projet, il va vivre. Il est basé au départ, oui, sur un peu de l'imprévu. Alors, plus on a affiné, plus on a placé de temps sur son projet, plus l'imprévu est réduit, mais malgré tout, même les mecs les plus balèzes dans les affaires, quand ils partent sur un projet, ils partent toujours avec une part d'imprévu. Ils vont essayer de minimiser le risque, d'accord, de fonder tout leur raisonnement sur des choses les plus étudiées possibles, mais dans tous les cas, il y aura toujours une part d'inconnu et de risque. Je ne sais pas si vous avez écouté les actualités ce matin. Alors moi, j'aime bien un petit peu le football, des choses comme ça. Et il y a une grosse polémique en ce moment, c'est que les droits télé pour diffuser les matchs de football ont été acquis par une chaîne qui aujourd'hui va déposer le bilan, qui ne veut plus continuer à le faire et qui va rompre le contrat qu'elle avait avec. Alors, ce n'est pas Beansport, non. Je sais pas. Le Canal+ a récupéré les droits. Quand Canal+ a récupéré les droits. Mais vous voyez, ils avaient fait un plan. Cette chaîne qui a acquis des droits pour 3 ans, je crois que c'est Téléfoot ou un truc comme ça, peu importe. La chaîne a acquis les droits très chers pour 3 ans. Mais avec, oui, voilà, je crois que c'était une chaîne espagnole. Ils ont payé des millions et des millions pour pouvoir diffuser les matchs. Et puis, ils ont fait leur plan, évidemment, et donc ils se sont dit, on va payer autant, il va nous falloir autant d'abonnés. Donc je crois qu'il leur fallait, il me semble, 100 000 abonnés par mois supplémentaires à chaque fois. Donc c'est pas, les mecs, ils ont investi plusieurs milliards. On peut imaginer
qu'à la tête de ce type d'entreprise, que ce type de projet, il y a des mecs qui, en termes de gestion et de finance, touchent leur bille. Hein. Et ben, ils avaient prévu plein de choses. Et puis, aujourd'hui, la boîte ferme, ils ont dû revendre à quelqu'un d'autre les droits télé, et tout le monde est perdant parce que leurs prévisions, elles n'avaient pas forcément pris en compte le coronavirus, par exemple. Elles n'avaient pas pris en compte le fait que les abonnés, ça les gave un petit peu de changer d'abonnement tous les ans parce que c'est une autre chaîne qui va diffuser les matchs. Et donc, tout ce qu'ils avaient prévu ne s'est pas réalisé. Ils n'ont pas su réactualiser au fur et à mesure leur plan. Et finalement, aujourd'hui, la boîte a fermé. Okay. Donc, vous voyez qu'effectivement, tout ça, c'est du prévisionnel. Vous avez raison, c'est du théorique. Mais malgré tout, on doit se servir du théorique pour ensuite l'adapter et avoir l'horizon qui se dégage au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ça roule pour tout le monde? Mediapro, voilà, exactement. Voilà, exactement, c'était ça, François. Vous avez raison. Mediapro, ouais, exactement. On va arrêter là, d'accord. Je vais vous laisser tout seul faire le chapitre sur la partie communication. C'est pas très compliqué, d'accord. Comment on fait une pub, etc. Vous ferez le TD. S'il y a des difficultés sur ça, on reviendra dessus, mais c'est un chapitre sur lequel voilà, je vais vous laisser travailler tout seul. N'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas compris des leçons, mais bon, il n'y a rien de compliqué. Je préfère qu'on attaque dès la semaine prochaine des révisions. Là, on va avoir couvert beaucoup du programme. C'était un de nos derniers chapitres concernant le programme, mais il y a pas mal de choses sur lesquelles je veux revenir. Et on commencera par toutes ces notions de bilan et de fonds de roulement. Je pense qu'il faudrait que je vérifie la fiche à faire seule. Du coup, oui, voilà, vous faites la fiche. On peut en discuter 10 minutes, mais bon, concrètement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit super compliqué à faire. Je préfère qu'on se remette un peu dans les révisions en vue de refaire pratiquement tout le programme là, alors beaucoup plus rapide évidemment, mais surtout de viser les points qui sont les plus compliqués. Ça marche? Allez, on se dit ciao alors et un super bon week-end à tous, reposez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois. Prévision foot qui est certainement Bon week-end, au revoir. Je ne suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, Lille est toujours premier, hein, je vous rappelle. On verra ça la prochaine journée. Allez, ciao tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de points. Ah oui, c'est vrai. C'est tout petit. C'est tout petit, j'avoue.